Pour battre l'une des équipes les plus agressives d'Amérique du Sud, sans son meilleur joueur, sans son gardien titulaire et sans son roc défensif. Ouais, le tout en gérant une espèce de gueule de bois émotionnelle après un sacre continental. C'est pas une mince affaire. Mais c'est exactement le miracle tactique qu'a réalisé le Sénégal face au Pérou. Et donc, notre mission aujourd'hui dans cette exploration détaillée, c'est de plonger au cœur de cette victoire 2-0 au Stade de France. Sur le papier, ça ressemblait à un simple match amical, c'est vrai. Voilà. Mais quand on se penche sur notre pile de sources, sur les analyses de ce qui s'est réellement passé sur le terrain, on découvre un message assez tonitruant envoyé à la planète football. Pour ça que ces documents sont si précieux, en fait. Faut pas s'y tromper, l'atmosphère incandescente du Stade de France qui est décrite dans les articles, c'était pas là juste pour faire le show. Non, bien sûr. Ce qu'on observe ici, c'est vraiment le coup d'envoi officiel de la préparation pour la Coupe du Monde 2026. Ce match, c'est la fondation d'un projet tactique et psychologique. Bon, décortiquons cela. Parce qu'avant même de parler de schéma tactique ou de géométrie sur le gazon, il faut absolument comprendre le bagage émotionnel invraisemblable de cette équipe. Ah oui, les Lions du Sénégal, ils sont entrés sur le terrain avec une charge mentale énorme. C'est ça, les sources sont unanimes là-dessus. Le contexte psychologique, il était presque plus lourd à porter que l'adversaire lui-même. Le contexte, c'est même le véritable point de départ de toute analyse sérieuse de cette rencontre. Faut se rappeler que le match a été précédé par un moment d'une intensité vraiment rare. Tu parles de la présentation du trophée, j'imagine. Exactement. La présentation officielle du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au public. Et quel trophée, quoi! Un sacre monumental obtenu à Rabat face au Maroc à peine 2 mois auparavant. Et c'était loin d'être simple. Bah oui, d'ailleurs, nos documents mentionnent spécifiquement des affaires en coulisses durant cette période au Maroc, ce qui prouve que ce titre, c'était absolument pas un long fleuve tranquille. Non, ils ont vraiment navigué à travers les turbulences. Attendez, en fait, la logique voudrait que des tensions en coulisses, ou des rumeurs, des pressions administratives, ça finisse par fracturer un vestiaire, non? Comment ils ont fait pour pas exploser en vol? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique inversée que le staff a réussi à mettre en place. Inversé, c'est-à-dire? Habituellement, oui, la pression externe détruit la concentration. Mais dans ce cas précis, les sources indiquent que ces obstacles, qui étaient invisibles pour le grand public, ont servi de ciment. Ah, ils en ont fait une force. Voilà. Ils ont développé ce qu'on appelle en psychologie du sport une mentalité de siège. Le groupe s'est refermé sur lui-même, ils ont transformé l'adversité administrative ou médiatique en carburant. Donc, gagner chez l'adversaire, contre le Maroc, avec un tel contexte, ça a carrément survalidé la légitimité de leur groupe. Absolument. C'était la consécration totale après la tempête. D'accord. Alors ils sortent de cette tempête, ils ont la coupe, ils arrivent à Paris, et là, bim, on leur demande de présenter ce trophée à un stade en ébullition juste avant le coup d'envoi contre le Pérou. Ouais, le timing compliqué. C'est un peu comme si, juste après avoir fait une immense fête pour célébrer l'obtention de son diplôme, on devait s'asseoir le lendemain matin pour passer un concours d'entrée hyper difficile. C'est une excellente analogie. On pourrait se dire que c'est génial, que ça donne des ailes de voir 70 000 personnes scander votre nom, mais en réalité, c'est la pire situation possible pour l'entame d'un match. Bah oui, on célèbre la ligne d'arrivée d'un marathon juste avant de devoir courir un sprint. C'est exactement le piège. Présenter un trophée majeur à quelques minutes d'un match international, c'est un traquenard émotionnel classique. Mécaniquement, il se passe quoi dans la tête des joueurs à ce moment-là? En fait, le cerveau est inondé de dopamine. C'est l'hormone de la récompense et de la satisfaction. D'accord, donc le corps se relâche. Voilà, le corps enregistre que l'objectif ultime a été atteint. Et le risque mortel pour une équipe professionnelle à ce moment précis, c'est la décompression immédiate. Inconsciemment, l'intensité physique baisse d'1 ou 2%. Ah ouais, les joueurs se disent un truc genre on est les champions d'Afrique, on a déjà prouvé notre valeur, c'est juste un match d'exhibition. Exactement, la célébration devient donc une distraction monumentale. Du coup, comment une équipe gère cette transition? Comment on passe d'un tour d'honneur euphorique à une concentration chirurgicale pour éviter de se faire punir d'entrée de jeu? Ça demande une intervention managériale très précise et un leadership interne sans faille. Gérer cette transition, c'est littéralement éteindre un feu de joie pour allumer une lampe torche. C'est beau comme image. Concrètement, ça se passe comment dans les couloirs? Juste après la présentation, les cadres de l'équipe et l'entraîneur doivent actionner une sorte d'interrupteur mental. Il s'agit de recentrer le discours, non plus sur ce qui a été accompli, mais sur le danger immédiat. Le message devient genre « la fête est finie, on remet les compteurs à zéro ». C'est ça. Le chemin vers 2026 commence maintenant. Si ce basculement mental ne s'empère pas dans la seconde, une équipe sud-américaine comme le Pérou vous dévore dès le coup de sifflet.
Et c'est là qu'on doit parler de cet adversaire, justement. La vraie question, c'est pas seulement de savoir s'il pouvait faire la fête sans conséquence, mais comment cette fatigue mentale allait réagir face au Pérou. Le pire adversaire possible pour une gueule de bois sportive. Le fameux pressing péruvien. Ouais, nos sources qualifient l'équipe du Pérou de rugueuse. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, ici. Je vous écoute. C'est qu'un simple match amical de reprise, non? Le Pérou jouait pas sa survie. Est-ce qu'on n'est pas en train de suranalyser une victoire contre une équipe qui, en fait, testait peut-être des choses et n'était pas à fond? C'est une question très légitime. Mais elle se heurte à la réalité de l'ADN du football sud-américain. Si l'on relie cela à une perspective plus large, le concept même de match amical sans intensité, ça n'existe pratiquement pas pour une équipe comme le Pérou. Même quand ils font des tests tactiques. Même là, leur identité repose sur le duel physique, la provocation, la malice tactique et un pressing constant. C'est vraiment un football de tranchée où chaque prise de balle est contestée. D'accord. Donc ils testent peut-être des joueurs, mais ils baissent jamais le curseur de l'agressivité. Jamais. Du coup, face à cette agressivité, le Sénégal a proposé quoi? Les articles soulignent qu'ils se sont imposés 2-0 et qu'ils n'ont pas beaucoup tremblé. Et c'est une performance remarquable. On comprend bien l'idée, mais concrètement, comment on fait pour pas trembler face à 11 joueurs qui veulent vous rentrer dedans pendant 90 minutes? Ne pas trembler, c'est imposer sa propre structure face au chaos. Une équipe qui panique sous la pression physique, en général, elle va commencer à balancer de longs ballons au hasard. Ouais, ou à faire des fautes grossières. Exactement. Ou à perdre ses distances entre les lignes. Mais le Sénégal, au contraire, a répondu par une organisation froide et super géométrique. Donc, garder sa cage inviolée face à un tel pressing, c'est pas juste le gardien qui fait des miracles. Pas du tout. C'est une question de bloc. Expliquez-nous comment ça fonctionne sur le terrain en vrai. Comment on absorbe un choc pareil? Tactiquement, ça signifie que les milieux de terrain du Sénégal ne conservaient pas le ballon assez longtemps pour subir le tacle. Ils utilisaient un jeu de passe rapide à 1 ou 2 touches de balle. Pour faire courir l'adversaire dans le vide, en fait. C'est ça. Et défensivement, les lignes entre les attaquants, les milieux et les défenseurs étaient tellement compactes que les Péruviens ne trouvaient aucun espace pour exploiter leur technique. Ils se heurtaient à un mur organisé, quoi. Un mur mobile et organisé. Le Sénégal a totalement maîtrisé le tempo du match. Quand le Pérou voulait accélérer et durcir le jeu, le Sénégal ralentissait, faisait circuler le ballon et frustrait l'adversaire. C'est vraiment la marque des équipes prêtes pour la scène mondiale. Ne pas se laisser entraîner dans la bagarre de rue, mais étouffer l'adversaire par une rigueur clinique. Tout à fait. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est le casting. Ah oui, alors. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Ce niveau de maîtrise collective et cette capacité à frustrer un adversaire coriace, le Sénégal l'a fait en étant privé de ses piliers historiques absolus. C'est incroyable. Les sources insistent lourdement là-dessus, c'est le cœur de la performance. Ils ont gagné sans Sadio Mané, sans Edouard Mendy dans les buts, sans Kalidou Koulibaly pour diriger la défense et sans Iliman Ndiaye. C'est la donnée qui transforme une belle victoire amicale en un message terrifiant pour la concurrence internationale. C'est un véritable changement de paradigme. Alors pour bien comprendre l'ampleur du truc, on pourrait comparer ça à une série télé à succès. Oh, j'aime bien l'idée, allez-y. Imaginez une série super populaire. Vous retirez les 4 acteurs principaux pour un épisode spécial. Normalement, l'épisode fait un flop monumental. Mais là, non seulement l'épisode est bon, mais les audiences montent en flèche. C'est une super comparaison, ou si on prend le fonctionnement d'une montre mécanique. Ouais, ça marche aussi. Habituellement, beaucoup d'équipes nationales fonctionnent avec une seule énorme roue dentée, la star, qui fait tout tourner à elle toute seule. On lui donne le ballon et on attend le miracle. Et si on enlève cette roue, la montre s'arrête. Exactement, l'équipe ne sait plus jouer. Mais ce que les sources révèlent de ce match, c'est que le Sénégal a réussi à remplacer cette énorme roue dentée par des dizaines de petits engrenages parfaitement calibrés. Donc le système a pris le relais et l'aiguille a continué d'avancer sans accroc. C'est ça. Dans le football, on appelle cela la suprématie du système sur l'individu. Historiquement, de nombreuses sélections souffraient de cette dépendance aux stars. C'est vrai que l'animation offensive entière était souvent conditionnée par les appels d'un seul homme. Sans Sadio Mané sur le terrain pour attirer systématiquement 3 défenseurs péruviens sur lui, en théorie, le système du Sénégal aurait dû s'effondrer. Ou au moins se gripper sérieusement. Mais au lieu de ça, on voit Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr prendre la lumière, et ils marquent même les 2 buts de la rencontre. Ils ont été brillants. Mais comment ils ont compensé techniquement l'absence de Mané? C'est pas juste une question d'envie de bien faire, il y a forcément une vraie adaptation tactique derrière, non?
Absolument. Sans la magie individuelle de Mané pour percer les lignes, Jackson et Sarr ont utilisé des appels croisés permanents. Pour disloquer la défense adverse. C'est ça. Au lieu de s'en remettre à un exploit sur l'aile, ils ont utilisé la géométrie collective. Sarr plongeait dans le dos de la défense au moment exact où Jackson décrochait pour demander le ballon dans les pieds. Ah ouais, cette synchronisation a dû complètement déboussoler le repérage défensif péruvien. Totalement. Les automatismes offensifs étaient si bien huilés que les remplaçants savaient exactement où aller. Le circuit de passe était préétabli et compris de tous. Ils n'avaient pas besoin d'improviser. Bon, il y a un truc qui m'échappe totalement dans cette histoire de système et de profondeur de banc, c'est le cas du jeune Ibrahim Mbaye. Ah, la révélation! Nos sources mentionnent qu'il n'en était qu'à sa deuxième titularisation, deuxième match seulement en tant que titulaire pour son pays. Ouais. Et dans ce chaos, face au pressing sud-américain, avec la pression, il trouve la lucidité de s'offrir une passe décisive. C'est fort pour son âge, oui. Mais du coup, c'est l'inconscience totale de la jeunesse, un coup de chance, ou ça s'explique autrement? Bien qu'il faille un talent pur indéniable pour réaliser le geste technique, sa performance s'explique en grande partie par l'environnement tactique dans lequel il a été plongé. Le système l'a aidé? Le système a littéralement fait le travail de protection pour lui. Quand une équipe est bancale, un jeune joueur, lors de ses premières sélections, il va se cacher. Ouais, il va avoir peur de demander le ballon pour pas faire la faute qui coûte le match. Exactement. Il va jouer latéralement sans prendre aucun risque. Mais ici, si un Mbaye se permet de prendre un risque, de chercher une passe décisive, c'est parce qu'il sait instinctivement que s'il rate, la structure derrière lui est solide. Il y a une couverture mutuelle. C'est ça. Le système de jeu l'a libéré de la peur de l'erreur. Il s'est intégré dans une mécanique qui tournait déjà à la perfection. C'est fou. Le Sénégal prouve ici qu'au-delà de posséder un 11 de départ redoutable, ils ont réussi à instaurer une philosophie de jeu qui transcende le nom qui est floqué au dos du maillot. C'est la définition même d'une machine bien huilée. Ouais. Et si on prend un peu de recul pour résumer le parcours impressionnant qu'on vient de retracer, on part d'une équipe qui aurait pu se désagréger sous les vents contraires au Maroc. Mais qui a transformé ça en un sacre continental à Rabat? On voit ensuite ce groupe traverser le piège d'une célébration euphorique avec une maturité psychologique glaçante pour atterrir dans ce match au Stade de France. Et là, face à l'exigence physique d'un adversaire sud-américain réputé, ils imposent une organisation froide sans jamais trembler. Et le coup de grâce, c'est qu'ils accomplissent tout ça en laissant leur légende historique au repos, prouvant que les jeunes et les remplaçants peuvent exécuter le plan de jeu avec la même précision chirurgicale. Les sources ont eu totalement raison de qualifier ce lancement vers 2026 de sans bavure. La démonstration de force est totale. C'est impressionnant. Et cela soulève une question importante pour les années à venir. Car ce qu'on observe là, c'est plus l'émergence d'une équipe surprise, mais la consolidation d'une véritable puissance systémique. Et justement, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large. Une réflexion qui dépasse le cadre du tableau d'affichage de ce match. Je vous écoute. Si le Sénégal est aujourd'hui capable de prouver qu'une nation africaine peut s'appuyer sur un système froid, clinique et reproductible, au lieu de dépendre exclusivement des exploits de ses stars, est-ce que ça marque pas un tournant historique majeur? C'est possible, oui. Pendant des décennies, il y avait cette perception, souvent condescendante d'ailleurs, que le succès face aux géants d'Europe ou d'Amérique du Sud reposait sur un miracle athlétique ou sur de l'improvisation géniale. Une vision très stéréotypée. Exactement. Mais aujourd'hui, avec un tel niveau de profondeur de banc et de rigueur géométrique, est-ce qu'on n'assiste pas à la fin pure et simple de ce complexe d'infériorité tactique sur la scène mondiale? Ça donne matière à réfléchir. En tout cas, si la structure l'emporte sur l'individu, alors les cartes de la Coupe du Monde 2026 viennent peut-être d'être rebattues de manière bien plus spectaculaire qu'on ne l'imagine. Et ça promet un casse-tête fascinant pour l'entraîneur quand les stars reviendront. Exactement. Est-ce que les titulaires indiscutables d'hier devront se battre pour conserver leur place dans le vol pour 2026? Une réflexion qui invite définitivement les passionnés qui nous écoutent à garder un œil très attentif sur l'évolution de cette machine collective.